Introduction générale. Bonjour à toutes et à tous, je suis le professeur Steven Kametz et je vous souhaite la bienvenue dans ce chapitre 3. Les stratégies de guerre asymétrique du module 4. Stratégie militaire, défense et sécurité nationale au sein du mini-master professionnel en analyse géopolitique, défense et sécurité internationale d'International SRM LLC. Aujourd'hui, nous allons explorer un domaine essentiel et complexe, l'art de la guerre des faibles contre les forts. Un type de conflit devenu la norme du XXIe siècle, du Sahel à l'Afghanistan, de l'Ukraine aux jungles d'Amérique latine, en passant par l'Est de la RDC. La guerre asymétrique n'est pas une guerre classique. Elle ne se gagne pas avec la puissance de feu, elle se gagne par la ruse, le temps, la psychologie et la perception. Dans ce chapitre, je vais vous expliquer comment un acteur inférieur en technologie, en nombre et en ressources peut pourtant paralyser une armée nationale supérieure. Installez-vous, prenez des notes, et surtout, pensez comme un stratège moderne. Objectif pédagogique. À la fin de cette leçon, vous serez capable de 1. Définir précisément ce qu'est une guerre asymétrique. 2. Reconnaître les tactiques employées par les groupes insurgés et terroristes. 3. Comprendre pourquoi les grandes puissances échouent dans ce type de conflit. 4. Analyser les facteurs de succès d'une guérilla moderne. 5. Proposer une stratégie de riposte intégrée, militaire, sociale, psychologique et numérique. 1. Comprendre la guerre asymétrique. La guerre asymétrique oppose deux acteurs profondément inégaux. Un acteur étatique puissant face à un acteur irrégulier beaucoup plus faible. Mais la force et la faiblesse ne sont pas absolues. Dans cette forme de conflit, la puissance conventionnelle ne garantit pas la victoire. Essence du concept. Le groupe faible ne cherche pas à vaincre sur le terrain militaire. Il cherche à épuiser, déstabiliser, désorganiser et délégitimer l'adversaire. Son objectif n'est pas de conquérir, mais de survivre en infligeant des coups politiques, psychologiques et économiques. Une guerre d'érosion. Contrairement à la guerre classique, l'asymétrie est une guerre de longue durée. Elle vise à briser la volonté plutôt que les armées. Dans la guerre asymétrique, la bataille décisive n'existe pas. La seule arme décisive, c'est le temps. Origine doctrinale, Sun Tzu, au V siècle avant JC, enseignait déjà « Vaincre sans combattre est le sommet de l'art militaire ». Le faible ne cherche pas la force, il cherche l'opportunité. Au XXe siècle, Mao, Giap et Che Guevara ont structuré l'art de la guérilla autour de trois idées. 1. Connaître parfaitement le terrain. 2. Se fondre dans la population. 3. Déstabiliser psychologiquement le camp adverse. 2. Le 6 principes stratégiques de l'asymétrie. Nous allons maintenant décortiquer les 6 fondements de la stratégie asymétrique moderne. Principe 1. La mobilité, l'agilité comme arme absolue. Les groupes asymétriques opèrent en petites unités. Ils frappent vite, puis disparaissent. Cette mobilité annule l'avantage technologique des armées régulières, neutralise les drones, rend l'ennemi imprévisible et transforme chaque zone en menace potentielle. Exemple, talibans, attaques éclairs et replis dans les reliefs, groupe du Sahel, moto tout-terrain permettant d'attaquer puis de fuir en quelques secondes. FARC, mobilité fluviale et jungle comme blindage naturel. Leçon SRM, celui qui maîtrise le terrain maîtrise le conflit. Principe 2, le camouflage social, devenir invisible en devenant peuple. Le combattant asymétrique vit dans la population. Il devient invisible parce qu'il se confond avec les civils. Résultat, impossible de distinguer l'ennemi, risques élevés de bavure, perte de légitimité pour l'État, volonté politique affaiblie. Exemple, Boko Haram infiltré dans les marchés. Hezbollah utilisant des quartiers entiers comme sanctuaires. IRA caché dans les zones catholiques. Leçon SRM. Le plus dangereux ennemi n'est pas celui qui se cache dans la forêt, mais celui qui se fond dans la foule. Principe 3. Flexibilité tactique. S'adapter chaque jour. Les groupes asymétriques n'ont aucune rigidité doctrinale. Ils changent d'approche selon la situation. Guérilla rurale, terrorisme urbain, cyberpropagande, infiltration politique, action nocturne, sabotage, attaque symbolique, embuscade. Exemple, Daesh, passage d'insurrection à armée conventionnelle, puis retour à la clandestinité. TPLF, alternance entre guerre du terrain, diplomatie internationale et guerre numérique. Leçon SRM. L'avantage d'un groupe asymétrique est sa liberté d'inventer. Principe 4.
Guerre psychologique. Frappe sur le moral, pas sur les chars. La vraie bataille n'est pas physique, elle est mentale. Les groupes asymétriques utilisent la peur, l'incertitude, le choc médiatique, la propagande numérique, le ciblage psychologique. Leçon SRM, dans ces guerres, une vidéo peut avoir plus d'effet qu'une attaque. Principe 5, contrôle du temps. L'arme la plus sous-estimée. L'État veut gagner vite, le groupe asymétrique veut durer longtemps. Plus le temps passe, plus la puissance étatique perd. De l'argent, du moral, du soutien populaire, sa crédibilité. Exemple, 20 ans de guerre en Afghanistan. 50 ans de lutte, FARC en Colombie. Leçon SRM, la symétrie transforme la patience en stratégie. Principe 6, économie des moyens, faire beaucoup avec très peu. L'acteur asymétrique utilise des moyens simples. Moto, téléphone, mines artisanales, drones civils modifiés. Mais leurs effets sont massifs et disproportionnés. Leçon SRM. L'efficacité d'une arme asymétrique dépend de sa surprise, pas de sa puissance. 3. Typologie des acteurs asymétriques. Il existe 4 grandes familles d'acteurs asymétriques. Les identifier correctement est essentiel pour adapter la riposte. 1. Guérillas, acteurs politico-militaires enracinés dans un territoire, TPLF, FARC, MNLA. Ils cherchent l'érosion politique, pas le choc frontal. 2. Groupes terroristes transnationaux. Visent la terreur psychologique et l'impact global. Al-Shabaab, Boko Haram, AQMI, Daesh. 3. Milices hybrides, mélangeant politique, économie, armée et influence. Hezbollah, Wagner, RSF, Ouazalendo. 4. Mouvements séparatistes, cherchent autonomie ou indépendance. Donbass avant 2022, Ambazonie, Casamance, Katanga. 4. Les dimensions de la guerre. Asymétrique, l'asymétrie n'est pas qu'une guerre militaire, elle est multidimensionnelle. 1. Militaire. 2. Psychologique. 3. Social. 4. Informationnel. 5. Économique. Je vais résumer brièvement chaque dimension pour votre compréhension opérationnelle. Dimension militaire, embuscade, IED, attaques éclairs, sabotage, exploitation du terrain. Objectif: neutraliser la puissance conventionnelle. Dimension psychologique: créer la peur, semer le doute, affaiblir la volonté politique. Dimension sociale: contrôler la population, contrôler la guerre. Dimension informationnelle: créer un récit, gagner la bataille des perceptions. Dimension économique: saboter l'économie pour fragiliser l'État. Exemple: pipeline, route, mine, port. 5. Contextes régionaux. L'asymétrie varie selon le continent. Afrique, Sahel, mobilité extrême. Somalie, contrôle social. RDC, polyasymétrie. Nigeria, terreur psychologique. Moyen-Orient, Afghanistan, guerre du temps. Irak, guérilla urbaine. Amérique latine, FARC. Jungle comme forteresse Mexique. Cartel comme quasi-États Europe. Donbass, guerre hybride, Irlande du Nord. Asymétrie politique. 6. Études de cases résumées. Pour votre vidéo, voici 2 études de cas riches et concises. Cas 1. Boko Haram. Mobilité extrême, moto, terreur psychologique, exploitation du lac Tchad, zones ingouvernables créées volontairement. Leur objectif n'est pas de tenir un territoire, c'est de détruire la gouvernance. Cas 2. Talibans. Patience stratégique, IED massif, soutien tribal, guerre psychologique, effondrement de la volonté américaine. Leur victoire de 2021 n'est pas militaire, elle est politique et psychologique. 7. Scénario pratique. Version courte pour vidéo. Scénario A. ONG au nord, Nigeria, clé, discrétion, réseau communautaire, itinéraire non répétitif, gestion psychologique du personnel, coordination permanente. Scénario B. Coalition en zone montagneuse, clé, commandement décentralisé, UMINT, plus technologie, maîtrise du terrain, contre-embuscade, discipline informationnelle. 8. Exercice à rendre sujet, analyser un acteur asymétrique et proposer une stratégie complète. Conclusion. Chers stratèges, la guerre asymétrique est la norme du XXIe siècle. Elle transforme la faiblesse en force, le peuple en sanctuaire, l'information en arme, le temps en stratégie. La victoire appartient à ceux qui comprennent la société,
le terrain et la perception. Je suis le professeur Steven Kametz et je vous remercie pour votre attention. Nous nous retrouvons dans le chapitre suivant. Chapitre 4. Stratégie de défense contemporaine et sécurité nationale. Passons maintenant au chapitre 4. Stratégie de défense contemporaine et sécurité nationale. Chers stratèges militaires, en défense et en sécurité nationale, je suis le professeur Steven Kametz et je vous souhaite la bienvenue dans ce chapitre 4. Stratégie de défense contemporaine et sécurité nationale, du module 4, stratégie militaire, défense et sécurité nationale, au sein du mini-master professionnel en analyse géopolitique, défense et sécurité internationale, d'International SRM LLC. Bonjour à toutes et à tous, je suis le professeur Steven Kametz pour International SRM. Aujourd'hui nous entrons dans un chapitre central, stratégie de défense contemporaine et sécurité nationale. Ce chapitre vous expliquera pourquoi la sécurité d'un État au XXIe siècle dépasse le simple déploiement d'armées, comment se structure une stratégie de défense moderne, quelles menaces émergent et, surtout, comment concevoir des réponses réalistes et intégrées adaptées aux réalités politiques et sociales. Commençons par une définition claire. La sécurité nationale recouvre l'ensemble des politiques, dispositifs et moyens mobilisés pour protéger la population, les institutions, le territoire et les intérêts vitaux, énergie, santé, infrastructures numériques et économie. Aujourd'hui, la sécurité est multidimensionnelle. Elle inclut la sécurité alimentaire, énergétique, sanitaire, numérique et environnementale. Rappelez-vous, une nation n'est pas sécurisée parce qu'elle a la plus grande armée, mais parce qu'elle maîtrise ses vulnérabilités. La stratégie de défense contemporaine est l'art d'organiser doctrine, renseignement, diplomatie, économie, résilience civile et technologie pour anticiper, prévenir et répondre. Ces 6 composantes, doctrine, renseignement, diplomatie, moyens économiques, résilience civile et innovation technologique, forment la colonne vertébrale d'une stratégie viable. Parmi les modèles opérationnels actuels, retenez l'approche globale ou Whole of Nation Approach. La sécurité est collective. L'État, le secteur privé, la société civile et les communautés locales partagent responsabilités et actions. Des exemples concrets, Singapour, qui intègre armée, écoles et entreprises dans des exercices civils-militaires, et le Rwanda post-1994, qui a uni sécurité et développement. Quelles menaces doit-on considérer? Elles sont hybrides et souvent invisibles. Terrorisme transfrontalier, cyberattaques, désinformation, pandémie, criminalité organisée, crise climatique et dépendance technologique. Chaque menace exige une réponse spécifique mais coordonnée. Par exemple, une cyberattaque grave peut paralyser banques et hôpitaux. La réponse ne sera pas seulement technique, elle sera politique et communicationnelle. Passons aux stratégies de défense contemporaine. 6 grands modèles que tout stratège doit connaître. Premièrement, la défense territoriale classique, forces terrestres, aériennes et navales pour protéger frontières et zones sensibles. Efficace face à une agression conventionnelle, elle montre ses limites contre les menaces hybrides ou cybernétiques. Deuxièmement, la défense intégrée, notre cœur de doctrine, qui coordonne armée, police, renseignement, diplomatie, justice, secteur privé et communauté. Troisièmement, la sécurité régionale, mutualiser moyens et renseignements entre États, OTAN, CEDEAO, G5 Sahel. Quatrièmement, la défense hybride, combinaison d'outils militaires, cyber, informationnels et économiques pour gérer une menace fragmentée. Cinquièmement, la résilience nationale, capacité d'absorption et de rebond après choc, catastrophes naturelles, pandémies, attaques cyber. Enfin, la dissuasion technologique, maîtrise du cyber, de l'espace, des satellites et de l'IA. Illustrons par des études de cas pratiques, la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, fragile mais essentielle, ses succès, Libéria, Sierra Leone, montrent l'importance d'une architecture régionale rapide. Mais les récents coups d'État et la montée d'alliances alternatives démontrent la fragilité politique qui compromet l'efficacité militaire. Les États-Unis priorisent technologie, alliance et résilience des chaînes d'approvisionnement. Face à la Chine, la stratégie est globale, non basée sur l'occupation militaire. La France combine renseignement, projection et interventions extérieures. Sahel, Levant. Elle illustre le modèle projection plus sécurité intérieure. Enfin,
l'Éthiopie nous rappelle qu'une armée moderne ne suffit pas si l'unité nationale et la cohésion sociale font défaut. Regardons maintenant 2 scénarios pratiques concrets et la réponse attendue. Scénario 1. Un État côtier du golfe de Guinée, confronté à piraterie, terrorisme et criminalité organisée. La réponse efficace est intégrée. Garde des côtes, sécurisation portuaire, assèchement des financements illégaux, programmes socio-économiques pour les communautés côtières et coopération régionale, CEDEAO, partenaires internationaux. Scénario 2. Une vague coordonnée de cyberattaques visant réseaux électriques, hôpitaux et banques dans un pays européen. Réponse: activation immédiate des CR, continuité opérationnelle, coopération OTAN-UE, communication publique, claire pour éviter la panique, et, si preuve d'attribution, réponse proportionnée diplomatique ou cyberoffensive ciblée. Ces scénarios démontrent que la défense efficace est multidimensionnelle, technique, judiciaire, communicative et diplomatique. Un point essentiel, la résilience civile. Renforcer la sécurité nationale, c'est renforcer l'état de droit, les services de santé, les réseaux énergétiques redondants, la formation en cybersécurité et la préparation des populations. Une société résiliente réduit l'effet stratégique des attaques hybrides. Terminons par des recommandations pratiques pour tout décideur ou analyste. 1. Adopter l'approche Whole of Nation. 2. Prioriser le renseignement multisource, UMINT+, SIGINT+, CIBINT+, IMINT. 3. Investissez dans la souveraineté technologique. Data centers nationaux, formation cyberlocale, maintenance matérielle. 4. Construisez des partenariats régionaux pour mutualiser coûts et renseignements. 5. Renforcez la communication publique, transparence et fact-checking pour contrer la désinformation. 6. Mesurez la résilience via indicateurs, temps de rétablissement des services, nombre d'exercices interagences, niveau de redondance énergétique. Pour conclure, la sécurité nationale moderne ne se gagne pas avec la seule force, mais avec une combinaison de puissance militaire, coordonnée, cohésion sociale, résilience institutionnelle et diplomatie stratégique. Aucun État, même puissant, ne peut affronter seul les menaces hybrides du XXIe siècle. La défense est désormais un travail collectif. Merci d'avoir suivi ce chapitre 4. Dans le prochain module, nous explorerons la logistique et le soutien en temps de guerre, le cœur invisible de toute opération militaire. N'oubliez pas d'insérer les sous-titres, d'activer le logo international SRM en filigrane et d'ajouter en description les ressources recommandées envoyées par email aux participants. À tout de suite pour le chapitre 5.